Bonjour à tous et bienvenue dans les petites chroniques du musée, l'émission qui vous permet de découvrir les seigneurs de Crépy par des anecdotes historiques ou des mystères architecturaux liés à leur château. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des prisons de Crépy. L'histoire des prisons à Crépy remonte à 1560. À cette époque, elles étaient installées sur la place du Pilori, l'actuelle place Gambetta, à côté du château, qui était alors le siège du bailliage. D'accord, mais c'est quoi un bailliage ? Depuis Philippe Auguste, le domaine royal est découpé en bailliages, eux-mêmes scindés en châtellenies. Il s'agit d'entités territoriales dirigées par un lieutenant général appelé aussi bailli, qui exerce une autorité administrative, financière et judiciaire. C'est donc lui qui juge et condamne certaines affaires. Au château, il est installé dans les deux salles du premier étage, à savoir la salle d'audience où le lieutenant général du bailliage juge certaines affaires criminelles, en particulier si la noblesse est en cause. Il intervient également pour les appels des juridictions inférieures. La salle des délibérations, où la cour se retire pour délibérer sur la culpabilité des prévenus. Le bailliage de Crépy-en-Valois est très important, car il recouvre alors 6 châtellenies, ce qui en fait un bailliage très étendu. Mais cela ne dure que jusqu'au début du XVIIIe siècle, puisqu'en 1703, Philippe d'Orléans, alors duc de Valois et propriétaire du château de Crépy, lui préfère Villers-Cotterêts. Louis XVI transfère donc 5 des 6 châtellenies de Crépy-en-Valois à Villers-Cotterêts, à savoir Oulchy, La Ferté-Milon, Pierrefonds, Béthisy et Verberie. Ce transfert donne une grande importance à Villers-Cotterêts, mais réduit fortement celle de Crépy. Puis la Révolution intervient et certains bâtiments sont réquisitionnés et vendus comme biens nationaux. C'est le cas du château, qui est nationalisé lors de la seconde vague de réquisition. Elle concerne les biens des immigrés et des condamnés politiques et est différente de la première vague qui concernait les biens du clergé. En effet, son propriétaire, le duc de Valois, est déclaré comme ne résidant pas sur ses terres et donc considéré comme immigré. Ces éléments nous permettent de dater la confiscation du château après 1792, date à laquelle l'Assemblée prend des mesures à l'encontre des immigrés. Il n'est vendu que 5 ans plus tard, le 2 Messidor en 5, soit le 20 juin 1797, à Pierre Levasseur, qui l'achète pour 3034 francs. Dès l'année suivante, il le revend en plusieurs lots, qui finissent tous par être achetés par Marie-Angélique Joseph Hermès. Elle reste propriétaire du château jusqu'en 1817. En 1778, la prison, alors située place du Pilori, notre actuelle place Gambetta, est transférée au château. Elle est réunie au tribunal, dit aussi l'auditoire, ce qui permet de rassembler le tribunal et la prison de la ville au même endroit. Plus précisément, elle est installée dans les salles basses du château, qui sont réaménagées pour l'occasion. Un mur intermédiaire est démoli pour faire 6 cellules, 3 de chaque côté du couloir. Les fenêtres sont murées et des soupiraux sont installés. La salle du Fournil avec sa cheminée devient le foyer. La cour intérieure du château devient la cour des prisonniers et est fermée par un haut mur situé à la place du petit muret actuel. D'autres aménagements sont faits ultérieurement, car en 1792, un plan des locaux nous apprend que la prison est alors constituée de 6 pièces, dont 3 affectées pour les prisonniers, avec une grande, une moyenne et une petite cellule, ainsi que 2 chambres pour le gardien, dans le bâtiment dit de la conciergerie, qui ferme l'impasse. Se rajoutent la pièce du foyer et la cour. Durant toute cette période révolutionnaire, 3 types de prisons sont exigés dans chaque district, à savoir une maison de sûreté pour les prévenus, une maison d'arrêt pour les détenus condamnés et un dépôt de mendicité. La mendicité étant considérée comme un délit, ces établissements accueillent une population hétéroclite de marginaux et laissés pour compte, mendiants, vagabonds, prostituées. Mais pour des raisons budgétaires, beaucoup de villes installent les 3 locaux dans le même bâtiment. C'est le cas de la prison du château. Les prisonniers étant peu nombreux, on y enferme surtout les prévenus dans l'attente de leur procès, et ceux condamnés à des peines de courte durée, inférieures à 5 jours. La prison sert également d'étape pour les prisonniers conduits au tribunal de grande instance de Senlis. Les registres d'entrée nous montrent que du 1 Messidor en 3, le 22 septembre 1794, au 1 Nivose en 4, 22 décembre 1795, 111 prisonniers ont été incarcérés. Ces derniers sont restés à Crépy de 2 à 148 jours. Malheureusement, ces registres ne nous renseignent ni sur la provenance des détenus, ni sur les motifs de leur incarcération. Le 26 mai 1796, la maison d'arrêt est supprimée, mais la prison reste à l'usage du canton, puisque le concierge continue d'y assurer ses fonctions. En Germinal en 4, soit en avril 1801, les élus de Crépy et le juge de paix demandent l'établissement d'un dépôt de sûreté lié au tribunal de paix. Les anciennes prisons sont alors réutilisées afin de limiter les coûts.
En 1817, l'auditoire est acheté par Louis Lepelletier de Glatigny, le maire de la ville, sur ses propres deniers, mais à l'usage de la municipalité. En 1828, la commune rachète le château à Louis Pelletier pour 3 800 francs, soit le prix qu'il l'a payé en 1817. En 1866, les maisons de police doivent être intégrées à la gendarmerie, ce qui entraîne la fermeture définitive du dépôt de sûreté du donjon en 1867. La présence d'une prison à Crépy, sous une forme ou une autre, est donc attestée sans interruption de 1778 à 1867. Cette continuité est également visible lorsque l'on étudie le personnel carcéral. Il n'y eut que 3 gardiens ou geôliers durant cette période. Ce sont eux qui sont chargés de tenir les registres et de les signer. Monsieur le Duc était déjà geôlier avant la Révolution et garde sa fonction jusqu'en 1806. Puis Monsieur Jean-Louis Douy, un vannier, le remplace. Il y travaille jusqu'en 1843, date à laquelle son fils, Théodore Douy, un ancien militaire, reprend la fonction jusqu'à la fermeture définitive de la prison en 1866. De tous les prisonniers ayant séjourné dans la prison de Crépy, le plus célèbre est sans aucun doute Gérard de Nerval. En 1852, alors âgé de 44 ans, il est invité par un de ses amis à Creil pour une chasse à la loutre sur les bords de l'Oise. Partant de Meaux, il doit faire escale à Crépy. Des troubles sur la voie publique, doublés d'un oubli de ses papiers d'identité, le conduisent malheureusement à la prison de Crépy pour y passer la nuit. Il nous raconte lui-même cette histoire dans les chapitres 23 à 26 de son livre Les Nuits d'octobre. Il y décrit une prison, certes ancienne, datant pour lui du temps des croisades, mais soigneusement recrépie par du béton romain. Il précise qu'elle n'est pas humide, et la femme du geôlier lui installe un lit confortable en plume. Malgré l'infortune d'une nuit agitée de cauchemars, Gérard de Nerval ne garde pas de mauvais souvenirs particuliers de sa nuit à Crépy. Son seul regret viendra du fait d'avoir manqué cette chasse à la loutre.